Merci beaucoup, bonne soirée et merci pour cette invitation. Donc on va parler d'un autre concept de physiologie, la P01. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Qu'est-ce que c'est que la P01? La P01, c'est la pression négative générée dans les voies aériennes en présence d'une occlusion au cours des 100 premières millisecondes de l'effort inspiratoire. Initialement, la P01 elle a été décrite chez le patient non ventilé. Donc, ce n'est pas du tout nos patients en SDRA. Les auteurs qui ont décrit cette technique pour évaluer la commande ventilatoire occluaient avec du matériel dédié les voies aériennes à la bouche du patient en respiration spontanée et ils mesuraient cette occlusion à 100 millisecondes. Chez ces patients qui sont des volontaires sains, donc non ventilés, on connaît bien les valeurs normales de P01, entre 0,5 et 1,5 cm d'eau. Par analogie, des mesures ont été faites chez des patients respiratoires chroniques, type patients avec BPCO, et là aussi, on connaît plutôt bien les valeurs normales, 2,5 à 5 cm d'eau. Maintenant, cette technique d'occlusion des voies aériennes, on peut la faire chez des patients ventilés, en occluant le circuit du ventilateur. C'est ce qu'on va faire dans notre pratique avec nos patients en SDRA, et depuis quelques années, cette stratégie d'occlusion à 100 millisecondes, elle est automatisée ou partiellement automatisée sur les ventilateurs. Donc, quand elle est automatisée, ça veut dire que le ventilateur fait la mesure et vous donne la valeur. Quand elle est semi-automatisée, ça veut dire qu'il faut activer la mesure d'occlusion à 100 millisecondes lors d'un cycle respiratoire. À quoi ça ressemble chez un patient ventilé, cette mesure de P01? Donc vous avez ici une courbe de pression des voies aériennes en fonction du temps chez un patient qui est en aide inspiratoire. Vous voyez ici le début de l'effort patient, donc on voit la dépression qui est associée à l'activation des muscles inspiratoires. Et puis si on mesure la variation de pression, ici la flèche rouge, entre le début de l'effort et 100 millisecondes après le début de l'effort, on obtient la P01. Donc techniquement, c'est assez simple. Le problème, c'est que chez le patient ventilé, les valeurs normales, on ne sait pas trop. Il y a peu de données et il y a un certain nombre de problématiques techniques qui vont influencer la fiabilité des mesures, ou en tout cas les valeurs normales. Je vais en reparler tout à l'heure. Voilà. Donc avant de reparler des aspects plus techniques et pratiques de la P01, j'aimerais revenir à quelques données de physiologie de base. Donc la respiration, comme vous le savez, elle est générée dans les centres respiratoires du tronc cérébral. Il y a des neurones pacemakers qui vont générer des potentiels d'action qui vont être transmis via les motoneurones respiratoires aux muscles respiratoires. Ces muscles respiratoires vont se contracter, vont générer une pression musculaire. Ça va induire une négativation de la pression dans la plèvre, puis dans l'alvéole, et ça va permettre le débit d'air, d'aller de l'air ambiant dans l'alvéole et finalement l'inspiration. Puis si on veut décrire ce phénomène de commande respiratoire qui vient des centres respiratoires du tronc cérébral et d'activation des muscles inspiratoires, on peut s'intéresser soit à mesurer la commande, le drive en anglais, soit à mesurer la variation de pression générée par les muscles respiratoires. Pour comprendre ce qui se passe quand on mesure une P01 ou une pression d'occlusion sur l'ensemble de l'inspiration, il faut se souvenir de comment sont réparties les pressions dans la cavité thoracique. Vous vous souvenez qu'il y a les poumons qui sont entourés d'une plèvre viscérale puis d'une plèvre pariétale, et entre ces deux plèvres, il y a un espace virtuel, l'espace pleural, dans lequel la pression est négative physiologiquement au cours de l'ensemble du cycle respiratoire. Et puis pendant l'inspiration, cette pression, elle va devenir plus négative. Si on occlue les voies aériennes, on va avoir une équilibration des pressions.
Mais en situation normale, physiologique, on n'a pas d'occlusion des voies aériennes. Et vous voyez ici ce qui se passe sur la pression dans la plèvre au cours de l'inspiration. Vous voyez, c'est la ligne continue verte ici, qu'on part à une valeur négative et au fur et à mesure de l'inspiration, en lien avec l'activation des muscles respiratoires et leur contraction, on va avoir une pression intrapleurale qui devient encore plus négative. Donc ça, c'est la physiologie. Maintenant, si on occlue les voies aériennes, je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à équilibrer les pressions dans l'ensemble de cette cavité thoracique qui est maintenant fermée. Ça veut dire qu'en mesurant un delta pression dans les voies aériennes, on va mesurer aussi un delta pression dans la plèvre et d'ailleurs dans l'œsophage, puisque la façon en clinique qu'on a de mesurer la variation de pression pleurale, c'est de mettre un ballon œsophagien. On voit bien sur cette diapositive que anatomiquement, l'œsophage il est accolé à la plèvre et donc que la pression dans l'œsophage nous permet d'évaluer la pression dans la plèvre. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours de l'inspiration en occlusion? Donc, on occlue les voies aériennes et vous avez ici 2 inspirations faites par votre patient avec système occlu. Et vous voyez que la pression des voies aériennes évolue de façon parallèle à la pression œsophagienne qui reflète donc la pression pleurale. Donc, en occluant le circuit de votre ventilateur et en laissant le patient respirer, vous avez une solution d'estimer la pression générée par les muscles inspiratoires. C'est ce qu'on appelle la pression d'occlusion, qui est symbolisée ici par la flèche verte. Cette pression d'occlusion, si on la multiplie par 0,75, on obtient à peu près la pression générée par les muscles inspiratoires. Donc ça reflète l'ensemble de l'effort inspiratoire, toute la durée. Maintenant, si on s'intéresse aux 100 premières millisecondes, on retombe sur le concept de P01, donc le delta pression ici, au cours des 100 premières millisecondes, qui reflète cette fois pas l'ensemble de la contraction des muscles inspiratoires, mais la commande qui a généré la contraction. Quelles sont les caractéristiques de cette P01 et pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse? Alors tout d'abord, parce que 100 millisecondes, c'est très court. 100 millisecondes, c'est plus court que la durée qu'il faut pour repérer un événement quand on respire. Le cerveau, à moins de 150 millisecondes, il ne détecte pas qu'il y a eu une occlusion. Donc en faisant des occlusions de 100 millisecondes, on ne va générer aucune modification du profil respiratoire du patient. Donc c'est une façon de monitorer sans avoir d'influence sur la commande respiratoire. Ensuite, cette P01, elle est intéressante parce qu'elle est pratiquement indépendante de la mécanique respiratoire. Alors, je dis pratiquement parce que dans les situations où la résistance est extrêmement élevée, ce n'est peut-être pas vrai. Toujours est-il que cette P01, elle est réalisée, mesurée, tout au début de l'inspiration. On est en situation où le volume dans le poumon, c'est le volume téléexpiratoire. Dans cette situation, il n'y a pas de force de rétraction élastique. Donc on est indépendant des anomalies de compliance. Et vu qu'on a une occlusion, par définition, il n'y a pas de débit. Donc, si pas de débit, il n'y a pas de résistance. Donc en mesurant une P01, on a aussi une indépendance de la résistance des voies aériennes. C'est intéressant aussi, cette P01, parce qu'on mesure tout au début de l'inspiration. Et pour cette raison, la valeur est peu influencée par une faiblesse des muscles respiratoires. Cette phase initiale de contraction musculaire, c'est celle qui va être altérée le plus tardivement dans les atteintes musculaires inspiratoires. Donc la P01, elle est relativement indépendante de la faiblesse des muscles respiratoires et de la faiblesse diaphragmatique, par exemple. Maintenant, ce n'est pas une mesure toujours très facile à interpréter. Il y a une variabilité cycle à cycle. Il faut mesurer sur plusieurs cycles, il faut moyenner pour avoir une valeur relativement fiable. Qu'en est-il de la fiabilité des mesures qu'on obtient avec les ventilateurs? Donc, je vous rappelle que la technique de mesure, elle n'a pas du tout été décrite chez un patient ventilé. Donc, on s'est posé cette question, et avec Alain Mercat et François Belloncle, on a testé
5 ventilateurs du marché sur un banc d'essai pour regarder si les valeurs qu'ils nous donnaient étaient fiables. Donc techniquement, on utilisait un ventilateur driver, qui, si on veut, est le cerveau du patient, et on réglait l'intensité de la commande de ce côté-là du banc d'essai. On transmettait à un deuxième compartiment du poumon test cette commande, avec une petite barre de métal qui relie les deux chambres, et on regardait le ventilateur testé connecté à cette deuxième chambre, ce qui mesurait comme commande. Si la mesure était 100% fiable, on s'attendait à avoir la même valeur mesurée que ce qu'on avait réglé comme P01, comme drive, du côté ventilateur driver. On a fait ce test pour 5 ventilateurs différents, et puis aussi pour 3 longueurs de circuit. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous voyez que les différents ventilateurs qu'on a testés s'en sortaient pas mal en termes de mesure de P01, puisque plus la P01 était élevée, plus la valeur que mesuraient les ventilateurs était élevée. Plus elle était basse, plus la valeur mesurée était basse. Alors, ce n'était pas une mesure absolument fiable, et il y avait des petites différences de précision entre les ventilateurs. Mais en tout cas, les variations étaient bien reflétées pour l'ensemble des ventilateurs qu'on a testés. Une autre chose qu'on a démontrée, c'est que le circuit du ventilateur et la longueur du circuit impactent la valeur qu'on mesure. Alors c'est assez logique, parce qu'on a parlé dans la présentation précédente de la compliance des circuits. Il y a une certaine distensibilité du circuit. Donc plus on a un circuit qui est long, plus on va avoir finalement de perte de pression et on risque de sous-estimer la valeur de P01. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il n'y a probablement pas une seule valeur normale de P01 pour tous les patients ventilés. Ça dépend du ventilateur qu'on utilise et ça dépend aussi du type de circuit qu'on a. Et ça, c'est embêtant, parce que pour trouver des valeurs seuil, pour faire des études cliniques notamment, ce n'est pas si simple. Maintenant, elle reflète quoi, cette P01? On sait, depuis des études physiologiques des années 70, que ça reflète relativement bien la commande respiratoire. Parce que si on fait inhaler du CO2 à des volontaires sains, plus on monte leur PaCO2, plus la P01 qu'on mesure est grande. Donc ça reflète la commande respiratoire qui est stimulée par l'hypercapnie. On sait aussi, ça c'est des études plus récentes, que chez les patients sous ECMO, si on augmente les débits de gaz, c'est-à-dire on augmente l'épuration du CO2 par l'ECMO, on a une P01 qui diminue chez les patients qui sont en ventilation assistée contrôlée. Donc, si on fait plus d'épuration de CO2 par l'ECMO, on a moins de commandes ventilatoires. Si on a moins de commandes ventilatoires, on a moins de P01. Donc c'est une validation indirecte du fait que la P01 reflète bien la commande ventilatoire. On sait aussi que la corrélation entre P01 et work of breathing, donc le travail des muscles respiratoires, est satisfaisante chez des patients BPCO ventilés. Vous voyez ici que la corrélation entre P01 et travail respiratoire est tout à fait bonne chez 20 patients obstructifs ventilés. Et puis plus récemment, l'équipe de Laurent Brochard à Toronto a comparé d'autres indices de drive respiratoire avec la P01. Ces autres indices de drive respiratoire sont issus soit de l'activité électrique diaphragmatique, ou plutôt de sa variation au cours du temps, soit des pressions dérivées de la pression œsophagienne qui permettent de mesurer la pression musculaire de façon directe générée par les muscles respiratoires. Et vous voyez ici que chez des sujets sains, la corrélation entre l'activité électrique du diaphragme, qui reflète la commande ventilatoire, et la P01 est relativement bonne. Vous voyez que la corrélation avec la variation de pression musculaire est également relativement bonne, à la fois chez des sujets sains et des patients. Donc vraisemblablement, la P01, ça reflète la commande ventilatoire. Ça reflète aussi l'effort inspiratoire. Ici, vous avez la corrélation entre P01 et produit en pression œsophagien, qui est une autre façon d'estimer l'effort généré par les muscles respiratoires. Et vous voyez ici que la P01, dans ces travaux, a une relativement bonne performance pour détecter
les très faibles et les très hauts efforts respiratoires. Sensibilité de 75%, spécificité de 95% pour les faibles efforts. Spécificité très bonne, 86%, sensibilité un peu moins bonne pour les hauts efforts. Donc ça permet en tout cas de détecter chez des patients les valeurs extrêmes d'effort. Pourquoi s'intéresser à tout ça dans le SDRA? Parce que les situations où il y a des efforts élevés et des efforts bas des muscles respiratoires, un drive élevé, un drive bas, sont associés à des lésions diaphragmatiques et des lésions pulmonaires. Alexandre va y revenir dans le topo suivant. En particulier, quand le drive est élevé, quand il y a une demande inspiratoire élevée, il y a une contraction importante des muscles inspiratoires, ça va générer une pression pleurale qui est très négative, une pression transpulmonaire qui est importante, et on est dans une situation où il y a un risque de PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury. Et ça, chez nos patients en SDRA, c'est important. Une étude, pour terminer, que je trouve intéressante. Il a sauté sur les conclusions, mais ce n'est pas grave. C'est une étude réalisée par des Français qui ont regardé ce qui se passait dans l'évolution des patients 24 heures après le passage en mode assisté contrôlé. Ils mesuraient la P01, ils mesuraient la P-occlusion, et ils regardaient s'il y avait une rechute d'un point de vue insuffisance respiratoire dans les 24 heures qui suivaient. Et ils ont trouvé que le fait d'avoir une P01 élevée et ou une P-occlusion élevée était associé à plus de rechutes quand le patient était passé en aide inspiratoire. Et ça suggère que ce monitorage de la commande, il peut peut-être nous aider à prédire les patients qui vont mal évoluer en aide et peut-être à trouver des façons de gérer la commande inspiratoire augmentée. Donc en conclusion, la P01 peut être mesurée au lit du patient. Les ventilateurs sont relativement fiables pour faire cette mesure. Ils la font de façon automatisée à l'heure actuelle. Par contre, les valeurs normales chez le patient ventilé doivent être précisées. Le monitorage de la P01 nous aide à monitorer ce qui se passe chez nos patients au moment du passage en aide inspiratoire, en particulier chez les patients avec ARDS. Mais par contre, l'impact en termes de devenir des patients doit encore être étudié. Voilà, merci pour votre attention.